La forêt de Soux dans la Drôme draine de nombreux touristes. Mais les apparences qu'elle leur livre sont trompeuses. Assurément, avec ses 2500 hectares, c'est un lieu magnifique par ses paysages et la variété de ses arbres. Mais tant de beauté masque les hommes qui ont vécu là, souvent pour s'y cacher, pour y cultiver aussi. Oui, dans cette immensité végétale, il y eut des vies. Mais nous en savons bien peu. Aujourd'hui, à partir de quelques ruines, il nous faut essayer de recomposer ce que fut la vie dans la forêt de personnages dont il ne nous reste que des ombres. Cette forêt a été exploitée de tout temps. Évidemment, déjà à la préhistoire, il y avait une occupation parce qu'il y a eu des fouilles, et puis d'années, de siècle en siècle, parce que là on parle de siècles. Donc il y a eu une vraie occupation avec exploitation forestière évidemment, mais aussi minière, il y avait des mines. La forêt a été couronne royale, un domaine delphinal. Après c'est passé, bon, il y a eu les fiefs, les seigneurs évidemment, et puis c'est passé entre les mains de différents propriétaires pour l'exploitation. Et dès que Maurice Burrus arrive, donc il découvre la forêt en 1923, en 1924, il a un coup de cœur, il l'achète, et là, lui, il dit stop, on arrête l'exploitation. Mais avant lui, évidemment, c'était une exploitation de bois. Et après lui, les autres propriétaires privés ont de nouveau exploité cette forêt, ce que Maurice Burrus ne voulait pas, puisque lui, dans l'autre sens, il a reboisé, il a amené des essences exotiques qu'il a pu découvrir dans tel ou tel pays, puisque c'était quand même un grand voyageur. Donc il ramenait les essences, et puis il faisait des plantations dans sa forêt. Mon grand-père avait 100 hectares dans la forêt. Il y avait au moins 5 fermes qui étaient dans la forêt. La paysannerie s'est terminée en 1920. Pour ce qui est de la famille Fioc. Pour ce qui est des gens qui y étaient, Burrus a tout racheté. Elles ont du mal à mûrir. Enfin bon. On a une vision actuelle de la forêt très boisée. Et au moment où il y avait les fermes, elle était très peu boisée. Et parce qu'elle était exploitée, parce que les terres étaient exploitées, parce qu'il y avait des paysans qui y vivaient et des familles qui y vivaient. D'ailleurs, toutes les fermes qui sont démolies actuellement, elles ont tout un point d'eau actuel. Il y a des puits, il y a des sources. Et il y avait une vie. Donc, après, grâce surtout à Burrus, disons qu'il y a eu des plantations qui ont été faites en nombre, et maintenant la forêt est boisée. C'est ce qui explique qu'avant, la Vèbre, elle était souvent en crue, parce que les arbres ne retenaient pas l'eau, alors que maintenant, elle monte ou elle descend, mais c'est régulé par les arbres eux-mêmes. Il y avait de l'élevage, ça c'est sûr, il y avait des noyers. Et puis je pense que oui, il devait faire un peu de... Alors à ce moment-là, est-ce que c'était du seigle, est-ce que c'était du blé, est-ce que je ne sais pas, du maïs, je pense peut-être pas. Mais enfin, il vivait comme vivaient partout les paysans, avec des petites, des petites surfaces, bien sûr. C'est pas comme maintenant. Et puis il y avait aussi des arbres fruitiers. Là encore,
il y a quelques années, on trouvait encore des pommiers, des pruniers, voilà. Alors à ce moment-là, je ne sais pas s'il y avait des truffières, parce que c'était peut-être moins à la mode que maintenant. Mais enfin, ils devaient bien récolter quelques-unes aussi, quoi. Et puis ils avaient les chênes donc pour les animaux. Je pense qu'il y avait beaucoup d'élevage. Il y avait beaucoup de cochons, il y avait des brebis, des chèvres, ça c'est sûr. Hein. Et puis bon, ils vivaient petitement, je pense. Hein. Et oui, il y avait des noix parce que ils énoyaient, ça, il y a eu pas mal d'histoires comme ça avec ou comme quoi ils se regroupaient le soir pour énoyer. Et puis on avait aussi une scierie, la grande scierie de la forêt. Alors aujourd'hui on n'a plus rien. C'était une scierie à vapeur, hein, avec évidemment la force motrice de la Vèbre. Et donc on avait de nombreux ouvriers, dont des Italiens, parce qu'évidemment c'est bien connu, hein, les Italiens étaient quand même spécialisés pour tout ce qui est charbonnage, et ils étaient aussi bûcherons. Évidemment, lieu de refuge. Il y a le Pas de l'Éternel. Alors là, on est une période évidemment avant Burrus, hein, avec les Huguenots évidemment. Et puis on a eu aussi les maquisards pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est une période qui est quand même assez sombre et on a finalement peu d'archives. Il y avait quand même un maquis important, de maquis Perrin, qui était dans la forêt dessous. Et c'est pour ça qu'il occupait aussi les fermes abandonnées. Parce que les Allemands les ont toutes brûlées en mai 44. Donc ils les ont toutes brûlées, sauf le château. Les immigrés aussi qui sont venus à un moment donné se réfugier à une période dans la forêt, et ceux qui ont fait souche et qui finalement après ont vécu dans cette forêt, puisqu'à la période de Maurice Burrus, donc là on est 23, 24, même dans les années 30, on avait quand même 130 personnes qui vivaient à la forêt. Ces familles d'Italiens, d'Ukrainiens, de Polonais, avec leurs familles, hein, leurs enfants. Et c'est à la suite de ça d'ailleurs que Maurice Burrus a créé une classe mixte en 1930. Il a demandé l'autorisation et il a installé une classe mixte dans la ville à Tibur pour ces enfants, en fait, ces enfants d'ouvriers qui vivaient à la forêt, leur facilitant évidemment le trajet parce que l'école dessous est quand même un petit peu plus loin. Ben, ça, je l'ai connu, hein. Ça, je l'ai connu, bien comme il faut, hein, mais pas entier, hein. Il commençait à s'effondrer. Mais enfin, je l'ai connu. Je suis venu à la forêt dessous, ça devait être en mai-juin 52, et je suis reparti de la forêt dessous, j'avais 12 ans, en septembre, octobre 66. On voit tout. Des membres de ma famille, enfin la sienne aussi, qui travaillaient déjà pour Maurice Burrus en Alsace, dont monsieur le Romain qui était son chauffeur. Et mon père, après la guerre, n'avait pas de travail, rien. Comme il avait fait les eaux et forêts, il lui a proposé un emploi à la forêt dessous comme régisseur, en remplacement de monsieur de Seine qui était régisseur à l'époque. Autant de monsieur Maurice Burrus, c'était surveiller la forêt, uniquement. Et après, c'est l'héritier Paul Burrus qui a eu la forêt en main. C'est à partir de là que les Italiens ont acheté le bois et les Espagnols ont coupé le bois.
J'imagine que ça a été une belle époque comme enfant. Ah, pour moi, oui. Ah, oui, oui. Très bonne époque. On jouait là-haut. Il y avait la grande salle du restaurant. On jouait là-haut, on faisait du patin à roulettes. C'était jeudi quand j'avais pas école. Je montais à... Quand il y avait les bûcherons, je montais avec les Espagnols et avec le muletier, je montais sur le dos de la mule et je montais jusqu'à Boisvert là-haut. Je montais avec les Italiens dans leurs camions, parce qu'ils avaient des jolis camions Fiat, c'était joli à l'époque. Hein. Et je montais dedans, c'était des gros camions avec couchette et tout, j'étais bien, je me sentais bien dans ces camions. J'étais même scout à la forêt de Sous. On était à Boisvert. Ah ouais, j'ai connu M. Maurice Burrus, qui mangeait même à la forêt de Sous quand il venait 1 voire 2 fois par an. Il venait, il amenait le roast beef et il aimait bien le roast beef cuit par ma mère. Et voilà. Quel genre d'homme? Est-ce que c'était sévère ou au contraire sympa? Très simple. Très simple. Quand il venait à la forêt, il nous cherchait à l'école. Voilà. Il passait à l'école, il nous prenait à l'école avec sa voiture et son chauffeur, mais une voiture de l'époque, de luxe à l'époque. Et nous, on était fiers de voir les copains de partir avec M. Maurice Burrus. Alors là c'était l'écurie qu'il y avait là-dedans. Je faisais garage, on mettait les véhicules dedans, il y avait une écurie. Alors au début, quand il y avait Maurice Burrus, on avait 2 vaches. C'était Rose et Marquise, je me souviens. On avait 2 vaches, on avait un cochon. Puis c'est tout. Après Paul Burrus, ça a encore changé propriétaire. Ça a été la banque, les assurances. Il y a eu aussi un militaire de la marine qui était encore avant. Et là, ça s'est tout dégradé. Surtout à la forêt. À part le petit mur là, qui commençait à tomber en ruine, le toit. Mais sinon, c'était très bien. Même les Espagnols y habitaient dedans. Ah oui, parce qu'on avait 40 Espagnols à la forêt, on avait des couples aussi qui étaient là. C'était tous des Espagnols qui venaient de Aledo, en Espagne, en dessous de Murcia, une centaine de kilomètres de Murcia. Et c'était, bon, je ne me rappelle pas le nombre qu'il y avait au départ, mais après, est-ce que mon frère ne pouvait pas venir, est-ce que mon oncle ne pouvait pas venir, mon cousin ne pouvait pas venir, et ça fait qu'ils se sont trouvés tous des Espagnols en famille en fait. 9 mois de l'année, ils étaient à la forêt de Sous. Je me souviens que c'était toujours les fiestas avec eux. Puis alors, Et travailleurs quand même. Parce que malgré tout, ils rentraient tard, mais ils travaillaient jusqu'à la nuit, et puis ils travaillaient le lendemain matin au jour, mais ils faisaient la fiesta. Alors Burrus, je pense que à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, les gens de Sours n'ont pas su l'accepter comme il faut. Pourtant, il faisait travailler déjà. L'électrification des villages, c'est grâce à lui. Hein, je crois que c'est dans la Drôme, là, c'est des villages qui ont été les électrifiés les premiers. Parce qu'en fait, quand il a voulu réunir toutes les parcelles de la forêt, il y avait des parcelles qui étaient de Francillon, il y en avait d'autres de Soyans. Il a proposé d'installer l'électricité en récupérant les parcelles. Donc c'était à ce moment-là, c'était quand même un grand monsieur, parce que pour se permettre ça, il fallait avoir les finances en plus. Et puis l'accord des mairies, quoi. Évidemment, je pense que lorsqu'il y a eu cette histoire, que ce soit racheté par une compagnie d'assurance Ouais. ou affectivement pour la population de Soust, c'était pas facile. Ah oui, c'était difficile parce que on a eu l'impression qu'on allait nous priver de la forêt, quoi, qu'on allait nous la fermer.
Et après, c'est vrai que la forêt, ça va avec le village. Je veux dire, c'est la même commune. Les gens, ils sont attachés parce que c'est un refuge. Et le jour où le département a décidé de racheter la forêt, ça a été quand même un gros soulagement. Parce que quand on connaît des gens qui ont travaillé, qui ont peiné, qui ont fait des réalisations, que ça a été leur vie, on est forcément attaché. Puisque indirectement, même si c'est des gens maintenant qui ont disparu, ils ont laissé des traces. Et ne serait-ce que les fermes et tous les ouvrages qu'il y a eu à la forêt, c'est des vies qui ont été avant et qu'on doit respecter. Et puis il y a les mystères. Qui était vraiment Isabeau Vincent, cette adolescente de Soult, qui en 1688, au moment des persécutions contre les protestants, était prise de transe dans son sommeil et se mettait à prêcher, au point que l'on est venu de loin pour l'écouter car les fidèles étaient privés de pasteurs. On sait seulement qu'elle fut emmenée à la tour de Craie, puis qu'elle disparut dans un couvent à Grenoble. Mais cette histoire étonnante fut connue à travers l'Europe entière, les défenseurs des protestants l'ayant fait circuler. Qui était donc Xavier Victor Larget, ce révolutionnaire d'origine alsacienne, sauvé d'une première condamnation par Adolphe Crémieux au milieu du XIXe siècle, Adolphe Crémieux qui était le propriétaire de la forêt de Soult et qui fit de Larget son régisseur. Est-il vrai qu'il a caché dans la forêt d'autres révolutionnaires ? Il fut arrêté à nouveau puis déporté au bagne de Belle-Île-en-Mer où il mourut en 1856. Sur ces deux personnages, nous ne disposons que de quelques bribes d'informations. Maurice Burus, je pense que c'est un personnage, il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur lui pour faire le tour vraiment de ce personnage, déjà d'un point de vue personnel, parce qu'on ne sait pas grand-chose sur lui. Et puis je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai pas fait le tour encore de la personnalité de Maurice Burus.